Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, nous revoilà pour la partie 2 de notre série sur les interrogations des origines de l'humanité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie 1 qui a été relativement intéressante pour moi, pour notamment mes recherches, mais également le plaisir que j'ai pu prendre à faire cette vidéo. Donc, dans cette partie 2, nous allons aborder un sujet relativement intéressant. On va parler du déluge que je, que je catalogue ou que je catégorise comme le grand diviseur. Le grand diviseur, effectivement, entre une période antédiluvienne qui semblait plus avancée, différente de ce que nous avons connu durant la période de l'Antiquité, qui est pour moi comme si il y avait un réapprentissage de ce que nous avions été avant le déluge. Et il y a effectivement cette même cassure qui existe entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Le Moyen Âge est un recul relativement important que l'on peut voir dans l'histoire. Et je pense que cette cassure est encore plus grande si on imagine le déluge. Le déluge qui aujourd'hui a été prouvé comme étant une réalité. Et on verra aussi quels sont ses points d'origine. Alors, pour commencer, je pourrais dire que, alors que nous passons de la partie 1 à la partie 2 de notre exploration sur les origines de l'humanité, nous redirigeons notre attention des structures énigmatiques qui remettent en question notre compréhension des capacités des civilisations de l'Antiquité. Et nous bougeons vers un événement potentiellement cataclysmique qui a, qui a remodelé la civilisation humaine, le Grand Déluge. Dans cette première partie, nous avons étudié les merveilles architecturales de la Grande Pyramide, le travail de la pierre précise de Pumapunku, les blocs colossaux de Baalbek et les prouesses d'ingénierie de Saksei ou Aman. Ces structures laissent entrevoir un niveau de sophistication technologique qui semble en contradiction avec les récits historiques conventionnels, l'évolution que l'on nous dépeint, notamment en partant d'Australopithèque, en passant par Homo habilis, Homo erectus et après Sapiens sapiens. Bon, je passe rapidement, mais cette vision sera mise en brèche, notamment dans la partie 3. Maintenant, dans cette deuxième partie que nous faisons aujourd'hui, nous explorons le concept du grand déluge en tant que moment clé de l'histoire de l'humanité. Une possible ligne de démarcation entre une civilisation ancienne avancée, plus avancée que ce qu'on veut bien comprendre ou admettre aujourd'hui, et notre société actuelle, en ayant passé l'Antiquité avec les limitations, mais également les avancées, je veux dire, philosophiques, politiques, que nous ont apporté les civilisations de l'Antiquité. Cette exploration se déroulera donc en trois parties. Il y aura comme vous voyez mon écran maintenant, il y aura une dimension spirituelle dans la section 1, avec notamment l'histoire de Enoch et les mythes du déluge. Il y aura une partie sur la perte de mémoire de notre civilisation, notamment liée donc au déluge et à son origine. Donc on parlera notamment du phénomène qu'on appelle le Younger Dryas. Et en 3, nous verrons dans la section 3 une fracture technologique. Donc, on voit les structures anciennes antérieures au déluge, euh, qui sont antérieures au déluge. Et j'ai une théorie personnelle sur l'origine et l'origine de la Grande Pyramide de Gizeh. Donc, voilà ce que nous allons aborder dans notre partie 2, qui sera absolument fascinant à couvrir avec vous. Donc, dans la section 1, nous allons commencer avec la section 1. Ok. Chers amis, nous allons commencer avec la section 1, donc cette division, cette fracture spirituelle. Et pour aborder cette section, je vais approfondir l'histoire de Enoch. Enoch est un personnage important de la Bible et donc, il y a naturellement un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Moi, je le conseille en anglais, mais pour ceux qui ont plus de difficultés en anglais, les traductions en français sont, je suis pas sûr que les traductions soient très très bonnes, mais cette version-là est très très bonne et je la mettrai en lien dans la description. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs mythes du déluge. Celui d'Enoch, l'histoire d'Enoch est assez particulière parce qu'elle fait référence à son histoire avec les Watchers. Donc, je vais expliquer ça dans quelques instants. Donc, euh, bienvenue à nouveau hein, dans notre étude sur les origines mystérieuses de l'humanité. Dans cette première partie, comme je le disais lors de l'introduction, nous avons étudié les structures anciennes qui semblent défier les explications conventionnelles. Et la,
la séquence historiographique ou de date qui nous est promulguée par la science mainstream. Je n'y crois absolument plus maintenant. Maintenant, nous nous tournons vers un événement qui aurait pu remodeler la civilisation humaine, le grand déluge. À travers les cultures et les religions, les récits d'un déluge catastrophique imprègnent notre mythologie collective. Et si ces récits n'étaient pas que des mythes? Et si ces résonances étaient le reflet d'un événement réel et qui aura changé la face du monde et la face de l'humanité? Commençons par l'un des récits les plus intrigants, l'histoire d'Enoch. Donc, comme je vous ai montré le livre d'Enoch appartient à la catégorie des livres qu'on appelle de la littérature apocryphe. L'apocryphe provient du mot grec apokryphos, signifiant caché ou secret. Il s'agit généralement d'une catégorie englobant tout ce qui n'est pas canonique. Okay. Donc, le canon désigne les écritures acceptées telles que ce que l'on peut retrouver dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Par conséquent, le livre d'Enoch en tant que tel n'a jamais été interdit. Il fait partie de la littérature juive considérée comme moins importante que le canon juif traditionnel tel que la Torah, le Talmud, la Kabbale ou même le Zohar. Cependant, il s'inscrit dans la période du Second Temple en tant que et qui fait partie des rouleaux de la mer Morte. Dans le domaine du christianisme, les textes apocryphes sont généralement des textes qui ont été rédigés après le Nouveau Testament, essentiellement après la période de Jésus. Cependant, l'histoire d'Enoch elle-même se situe en dehors du canon biblique, car elle se situe temporellement avant Jésus. Elle a été rédigée entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec un écart de 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi, Malachi, ou je sais pas comment on le dit en français, Malachi, et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Cette période de 400 ans est souvent déterminée comme les 400 ans de silence, durant laquelle, dans la tradition juive, on croit que la voix de Dieu n'a pas été communiquée aux prophètes de la même manière qu'elle l'avait été jusqu'à maintenant. Pour plus d'informations, je vous recommande de suivre un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Wesley Huff. Donc pour ceux qui parlent anglais ou pour ceux qui ont les sous-titres, c'est un personnage que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un chercheur c'est un chercheur théologique, notamment sur le christianisme. Dans la tradition islamique, Enoch est reconnu sous le nom d'Idris. Le Coran évoque brièvement Idris, le décrivant comme un homme de vérité et un prophète. Bien que le Coran ne fasse pas explicitement le lien entre Idris et l'histoire des Watchers, qu'on va voir dans quelques instants, la tradition islamique l'associe souvent à la sagesse et à la connaissance, de manière similaire à la représentation qu'Enoch a dans les textes juifs et chrétiens. Mais naturellement, on retrouve dans la Torah et on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitre 6 et 7, il me semble, dans la Bible, et on le retrouve naturellement dans la Torah, on retrouve une partie qui parle d'Enoch. Mais c'est extrêmement court parce qu'on parle des Néphilim, mais c'est extrêmement court. On ne rentre pas dans le détail de ce qui est donné dans le livre d'Enoch. Donc Enoch a une position singulière de personne qui est vue comme une personne de confiance et qui sera utilisée comme une personne qui va intercéder entre les Watchers, les Watchers, les Néphilim et Dieu. Quelle est l'intrigue du livre d'Enoch? Tout débute avec le récit des Watchers. Les Watchers sont un groupe, alors je dis en anglais Watchers, mais ça peut être veilleurs ou observateurs. On va rester sur Watchers. C'est un groupe de 200 êtres angéliques, donc des anges, envoyés pour veiller sur l'humanité. Alors ce ne sont pas des archanges, ce sont des anges, on va dire, de bas niveau. Mais ils sont 200. Ces Watchers sont sous la direction de Samyaza et sont descendus sur Terre à l'époque de Jared, le père d'Enoch. Mais Dieu les a envoyés pour observer sans jamais interférer dans les affaires humaines. Comme vous le voyez à l'écran, c'est la représentation que l'on se fait des Watchers et des anges. La principale transgression des Watchers fut leur décision de prendre des femmes humaines comme épouses, motivées par la luxure
et aussi par leur beauté, mais aussi par la diminution de la crainte de Dieu qu'ils ressentaient, en, en les prenant soit de force, soit avec leur consentement. En fécondant les femmes avec leurs semences et en leur révélant le secret des dieux, les relations entre les Watchers et les femmes humaines ont abouti à la naissance des Néphilim, qui sont décrits comme des géants violents et destructeurs. De plus, les Watchers ont enseigné aux humains des connaissances et des compétences interdites. Par exemple, Azazel, un Watcher de haut rang, a enseigné à l'humanité différentes choses avec d'autres Watchers qui l'ont aidé à enseigner différentes compétences et connaissances que Dieu n'avait pas prévues pour l'humanité, notamment l'armement. Azazel a enseigné aux hommes comment fabriquer des épées, des couteaux et des boucliers, leur enseigné l'art de la guerre, mais également comment les meilleures manières de tuer un être humain. Cosmétiques et bijoux. Les Watchers ont enseigné l'utilisation du maquillage pour les yeux et l'embellissement des paupières. La sorcellerie et la magie, les formules magiques et les préparations à base de plantes. L'astrologie, l'influence des astres et de la lune. Le travail du métal, comment travailler les métaux et fabriquer des bracelets, mais également fabriquer des armes, naturellement. En revanche, qu'est-ce que sont les Néphilim? Les Néphilim sont la progéniture des Watchers et des femmes humaines. Ils sont dépeints comme étant des monstres assoiffés de violence, des êtres géants hideux avec une soif et une faim insatiables, froids à tenir comme quand ils sont bébés et très rapides à grandir. Ils ont une faim insatiable. Alors, ils consomment tout d'abord les récoltes, puis l'herbe et les arbres. Une fois que le paysage est dévasté et qu'il ne reste plus rien, ils se sont tournés vers les oiseaux, le bétail, les poissons, les animaux sauvages, et enfin, les êtres humains, allant même jusqu'au cannibalisme. Ces actions ont été perçues comme une trahison de leur dessein divin. Dieu considéra la descente des Watchers sur Terre et leur procréation avec les femmes humaines comme une forme de rébellion, abandonnant ainsi l'ordre cosmique qu'il avait établi. Par conséquent, Dieu condamna les Watchers pour leurs actions, entraînant ainsi leur punition ultérieure et la destruction totale des Néphilim. Présent dans des textes anciens juifs et chrétiens, mais aussi dans le Coran, Enoch était considéré comme l'arrière-grand-père de Noé et un homme qui marchait avec Dieu. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas mort de sa mort physique, sa mort humaine, mais qui a été appelé à Dieu pour être un intercesseur. Le livre d'Enoch, bien qu'il ne fasse pas partie de la plupart des canons bibliques ou judaïques, offre un récit fascinant de la civilisation avant le déluge. Il est question des interactions d'Enoch avec des êtres célestes, de ses visions de l'avenir et des avertissements d'un déluge imminent. Le récit d'Enoch suggère l'existence d'une civilisation anti-déluvienne avancée dans laquelle les humains détenaient des connaissances qui furent perdues à la suite du déluge. Il décrit des technologies et une compréhension cosmique qui semblent déplacées par rapport à ce que l'on considère généralement venant des temps anciens. Cependant, l'histoire d'Enoch n'est pas singulière. Des mythes du déluge similaires existent dans diverses cultures à travers le monde. Il y a effectivement l'épopée de Gilgamesh, de l'ancienne Mésopotamie. Il y a la tradition hindoue de Manu et du Grand Déluge. Le mythe grec de Deucalion et Pyrrha. Le récit maya du Grand Déluge. Ces, ces divers récits présentent des similitudes frappantes. Avertissement divin, survivants choisis et déluge bouleversant le monde. Est-il possible que ces récits ne soient pas simplement le fruit du hasard? Pourrait-il s'agir de souvenirs culturels d'une véritable catastrophe mondiale, globale? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'histoire d'Enoch? Alors, l'histoire d'Enoch, elle est fascinante. Donc, euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que il y a le rôle de plaidoyer d'Enoch. Enoch a agi en tant qu'intermédiaire entre les Néphilim et Dieu. Après leur transgression extrême, ils ont demandé, les Néphilim notamment, ont demandé à Enoch d'intercéder en leur faveur. Enoch rédigea leur requête et la lut dans sa prière, cherchant le pardon pour les Néphilim. Cependant, Dieu a rejeté leur supplication, condamnant à la fois les Watchers et les Néphilim pour leurs actions respectives. À la fois pour les Watchers pour avoir trahi leur dimension, on va dire, angélique, pour se mêler à travers les hommes et pour intervenir directement.
et les Néphilim pour leurs actions extrêmement violentes envers les humains, et notamment, notamment en mangeant les humains et autres. Enoch joue un rôle crucial dans l'histoire des Néphilim, et je veux revenir aussi sur le fait que les Néphilim sont une transition, c'est-à-dire d'une base angélique et d'une base humaine, mitiger les deux est une transgression extrême. C'est pour ça que les Néphilim sont vus comme une, euh, comme une erreur, ou comme quelque chose à éradiquer en réalité. Donc, pour revenir à Enoch, Enoch joue un rôle crucial dans l'histoire des Néphilim et des Watchers. En tant que trisaïeul de Noé, Enoch agit en tant qu'intermédiaire entre les sphères divines et humaines. Dans le livre d'Enoch, il est décrit comme un homme juste, choisi par Dieu pour recevoir la sagesse et la connaissance. Okay. Dans le livre d'Enoch, il est décrit comme un homme juste, choisi par Dieu pour recevoir la sagesse et la connaissance sur l'univers. Alors, cette vue narrative d'Enoch, pour moi, en fait, qu'est-ce qu'elle est, en fait? Elle ajoute une profondeur supplémentaire à ce que la Genèse nous donne dans la Bible, ou ce qui nous est donné dans la Torah, ou ce qui nous est décrit dans le Coran. Il offre une vue plus élaborée des événements qui ont mené, en fait, donc au déluge, et qui met en emphase les conséquences des relations, des relations non voulues entre des êtres divins et les humains. Et ça veut dire aussi la transgression humaine, ça veut dire aussi le manque de considération sur ce que nous sommes, mais aussi la transgression divine. Ça veut dire que les anges eux-mêmes sont décrits comme des personnages limite empreints d'émotions et de traits qui sont similaires aux humains. Donc on voit bien que cette transgression a besoin d'être lavée, d'être purifiée, et elle sera purifiée avec le déluge. Donc cette purification du déluge, la mort à travers les flots, la tentative de, de vouloir nettoyer avec l'eau est une vision philosophique qui nous dit que à travers l'eau on passe à une autre étape. Okay. Et c'est la vue qui est partagée par le livre qui nous donne cette dimension supplémentaire à la fois philosophique et à la fois spirituelle sur la transition à un monde nouveau, où on se lave dans nos erreurs, on se lave de nos manquements, et on passe à une autre étape. Nous nous retrouverons dans la section 2 avec euh, la création du déluge. Alors, nous revoilà pour la section 2. Alors, la section 2, c'est la perte du mémoire d'une civilisation. Effectivement, quand on considère un événement comme le déluge, on peut largement imaginer la perte que cela fut pour un certain nombre de civilisations qui existaient avant le déluge, ou avant ce qu'on appelle The Great Flood. Donc, cela est dû à un événement qu'aujourd'hui certains scientifiques et certains chercheurs appellent un phénomène qu'on appelle le Younger Dryas. Donc, le Younger Dryas fut une période de refroidissement soudain survenue il y a environ entre 12 900 ans et 11 700 ans. Cet événement a marqué un changement spectaculaire dans le climat de la Terre. Les températures dans l'hémisphère nord ont chuté rapidement avec le Groenland, enregistrant une baisse allant jusqu'à moins 10 degrés en seulement quelques décennies. Le refroidissement était particulièrement rapide dans l'hémisphère nord, se produisant seulement 3 ans ou moins. L'événement s'est terminé aussi brusquement qu'il a commencé, avec un réchauffement spectaculaire sur environ 50 ans. L'hypothèse de l'impact du Younger Dryas suggère que ce refroidissement a été déclenché par un événement d'impact cosmique. On pouvait voir en vidéo que l'idée, c'est que ce serait une météorite de relative grande taille, ou bien un ensemble de plus petites météorites qui se seraient donc écrasées sur Terre sur de multiples mois ou multiples années.
Cette approche de l'hypothèse de l'impact est controversée et soutenue par des chercheurs ou des journalistes tels que Graham Hancock ou Randall Carlson, mais également appuyée par un certain nombre de scientifiques. Mais elle est aussi rejetée par de nombreux autres chercheurs scientifiques. Donc fondamentalement, selon l'hypothèse de l'impact, c'est comme je le disais, il est suggéré qu'une seule grosse météorite aurait pu frapper l'hémisphère nord ou le pôle nord, suivi d'une pluie de météorites frappant la Terre à plusieurs reprises, sur plusieurs mois ou plusieurs années. C'est encore incertain, mais c'est à peu près la direction que l'on prend aujourd'hui, et vous pouvez voir en vidéo à quoi ça aurait pu ressembler. En tout cas, l'idée selon laquelle les conséquences de cet impact auraient entraîné environ une vague de 300 000 mètres cubes d'eau tumultueuse, remplie de boue, de débris massifs, de roches qui ont ravagé la planète entière. Et surtout une grande partie de l'hémisphère nord naturellement, et que cela a eu un impact sur toute la planète. On peut aisément envisager l'ampleur des dégâts d'un tel cataclysme qui aurait causé la perte de civilisations avancées de manière très rapide. On peut penser naturellement à Atlantis, qui fut décrite par Platon comme étant très avancée, située dans l'océan Atlantique, et aurait apparemment existé aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspondrait à la date, aux dates éventuelles du Younger Dryas. Et Atlantis aurait été anéanti en une seule journée et une seule nuit par des séismes et des inondations. Les civilisations mésopotamiennes, telles que la civilisation des temples sumériens, que je décrirai plus tard dans la partie 3, située dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, cette vallée est également identifiée par la Bible comme l'emplacement possible du Jardin d'Éden. Donc, cette vallée a été sujette à plusieurs inondations majeures vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, comme le suggèrent les preuves archéologiques. Maintenant, le royaume de Sumer aurait existé bien avant le déluge, aurait continué à exister après le déluge, comme si cette civilisation était revenue à nous. On peut être touché aussi les civilisations égyptiennes prédynastiques, pour lesquels on a découvert des signes d'érosion des fossiles marins à la nécropole de Gizeh, indiquant que le site était autrefois submergé par les eaux. Une telle approche suggère donc que les pyramides de Gizeh et le Sphinx seraient bien plus anciens que ce qui était précédemment estimé, pourrait même précéder naturellement le déluge. Comme c'est aussi c'est aussi un avis que je partage. Cette civilisation était composée probablement, comme on retrouve certaines traces, d'une race noire mélanisée qui aurait construit les pyramides. Le livre sacré de Kish, de l'ancienne civilisation maya, affirmerait que la terre de Mu, ou ce qu'on appelait Lemuria, était habitée par une civilisation très ancienne, prospérant entre 50 000 et 12 000 ans avant notre ère, dominée par une race noire très avancée, qui serait peut-être en lien de manière quelconque avec l'ancienne civilisation qui aurait créé les pyramides. C'est un ensemble de théories qui existent et que l'on peut retrouver à différents endroits et à travers certains livres. Les civilisations méso-américaines préclassiques et où les cultures anciennes chinoises ont largement dû être touchées également, parce qu'on imagine que on a retrouvé des traces qui datent plus de l'Antiquité plutôt que de avant le déluge, mais les civilisations comme les Olmecs ont mystérieusement apparu et disparu sans savoir d'où elles provenaient réellement. Et donc, une des théories serait que les Olmecs seraient peut-être une civilisation antédiluvienne. Cependant, cette hypothèse d'impact est controversée et largement rejetée par les experts au profit d'autres explications, telles que les changements dans les schémas de circulation océanique. La notion de perte de mémoire est cruelle dans une telle situation où les civilisations suivant le déluge ont dû réapprendre ce qui avait déjà été appris autrefois, sans savoir forcément d'où elles venaient et quelle était leur histoire. Nous sommes au final dans un cas similaire, remuant des pierres et des artefacts à la recherche de notre passé et de notre histoire. Donc voilà, pour la section 2, je vous retrouverai donc dans la section 3.
Ok, chers amis, passons à la section 3. Alors, la section 3 est la fracture technologique. Où on va regarder un petit peu les structures anciennes antérieures au grand déluge et je vais partager un petit peu ma théorie de la grande pyramide, mais également regarder certaines théories alternatives par rapport à ce que les études sur les trois grandes pyramides de Gizeh ont pu, qu'est-ce qui a pu en ressortir sur certaines théories que je trouve assez, pas loufoques, mais assez originales, on va dire. Donc, pour refaire une transition avec la section 2, je dirais que l'événement du Younger Dryas, survenu il y a environ 12 900 ans, a pu constituer un moment décisif dans l'histoire de l'humanité, expliquant potentiellement l'écart technologique entre l'écart ou la fracture technologique entre les civilisations anciennes et plus modernes. On va dire l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Cet événement soudain de changement climatique, marqué par un réchauffement rapide suivi d'un retour soudain à des conditions quasi glaciales, a pu avoir des effets profonds sur les sociétés humaines avant le déluge. C'est naturel, quand vous avez vu les vidéos, si on imagine une situation comme ça avec un raz-de-marée, soudain 300 000 mètres cubes d'eau qui se déverse avec une vitesse incroyable, et avec de la roche, de la boue qui se déverse sur des civilisations, ça peut absolument tout détruire. Ce qui explique naturellement ce que je disais dans la partie 1, quand on regardait les structures anciennes, notamment Puma Punku, on voyait des blocs de 130 tonnes qui sont disséminés ça et là, ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu un tel bouleversement qui a pu renverser des blocs aussi lourds. Certains chercheurs avancent l'hypothèse selon laquelle des civilisations avancées auraient pu exister avant cet événement du Younger Dryas et du déluge. Et je partage naturellement cette idée que des civilisations anciennes détenant des connaissances et des capacités largement perdues par la suite. L'hypothèse de l'impact du Younger Dryas suggère qu'un impact cosmique aurait déclenché ces changements climatiques spectaculaires, entraînant potentiellement des destructions généralisées et le déclin de sa population. Cette situation pourrait expliquer pourquoi les anciens Égyptiens de la période dynastique n'ont pas pu expliquer les origines ou les méthodes ou les méthodologies de construction de la Grande Pyramide. Alors, il y a trois grands éléments qu'on peut soulever. La perte de connaissances. Les événements catastrophiques du Younger Dryas ont peut-être entraîné une perte significative de connaissances technologiques et culturelles. Déplacement de population, les changements climatiques rapides et les inondations de l'époque, enfin le déluge, le niveau d'eau aurait monté de manière significative, pourrait avoir contraint les populations survivantes à migrer, perturbant ainsi la continuité des connaissances locales et l'accélération des connaissances de l'époque. Donc s'il y avait déjà un niveau technologique avancé, au lieu de le continuer, il n'y a plus de continuité, il n'y a plus rien, tout s'arrête. Troisièmement, une rétrogradation technologique. Les conditions difficiles qui ont suivi l'événement du Younger Dryas et du déluge ont peut-être contraint les survivants à se concentrer uniquement sur leur survie immédiate, entraînant une perte temporaire, voire permanente, des techniques de construction avancées et du savoir qui avait été accumulé jusqu'alors. Alors, pourquoi perte permanente? Parce qu'au fait, au fil des générations, sur 100 ou peut-être des milliers d'années, il y a une perte de connaissances qui s'effectue de manière extrêmement rapide. De 1 à 2 générations, on a complètement oublié tout ce qui a été notre savoir. Il est important de noter que la population égyptienne actuelle est principalement arabe, de descendance arabe. Arrivée dans la région il y a longtemps, après ces événements hypothétiques, la conquête arabe de l'Égypte a eu lieu au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc des milliers d'années après les événements, les civilisations avant déluge. Et puis donc la construction des pyramides. Donc la relation qu'il y a avec les Égyptiens d'aujourd'hui, les Égyptiens de l'Antiquité n'ont rien à voir avec la fabrication des pyramides. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, il y a un narratif qui suggère naturellement que ces monuments impressionnants de l'ancienne Égypte, comme les grandes pyramides, sont les réminiscences d'une technologie, d'une civilisation avant le déluge, beaucoup plus avancée.
et que cependant, il est crucial de mettre en avant que, bien que cela soit intriguant, cette théorie est toutefois spéculative et qu'elle n'est pas acceptée par l'archéologie mainstream, mais supportée par certains acteurs de ce type de recherche, comme Graham Hancock, qui est un auteur et un journaliste, Robert Charge, qui naturellement, Robert Charge, qui est un personnage intéressant, parce que lui-même propose une date beaucoup plus ancienne pour le Sphinx. John Anthony West, qui est un égyptologiste indépendant, Randall Carlson, qui est un, qui est un, qui est un chercheur sur les aspects géologiques et anthropologiques, Christopher Dunn, dont j'ai parlé dans la partie 1, qui est un ingénieur, Robert Bauval, qui a proposé la théorie de la corrélation avec la civilisation d'Orient, et d'autres comme Andrew Collins ou Klaus Schmidt. Quelle serait mon hypothèse par rapport à la création des pyramides de Gizeh? Alors, mon hypothèse, qui est bien sûr personnelle, suggérerait l'existence d'une civilisation noire, mélanisée, avant le déluge, une civilisation avant le Younger Dryas, différente de la civilisation kémite, qui est une civilisation qui arrive après le déluge, qui serait le royaume du Mali, mais je, je ne prends pas cela en considération parce que la civilisation kémite aurait existé entre 5000 ans avant Jésus-Christ et 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, cette civilisation n'aurait pas pu être celle qui a créé les pyramides. Toutefois, plusieurs témoignages font référence à une civilisation avant le déluge, noire, mélanée, ou qui seraient les ancêtres de la civilisation kémite. Donc, une civilisation kémite avant déluge, bien qu'il n'existe pas de preuves archéologiques reconnues pour l'existence d'une civilisation kémite avant déluge, certaines théories alternatives avancent cette hypothèse. C'est le premier élément. Ces théories suggèrent fréquemment que des civilisations avancées auraient existé avant les archives historiques connues et auraient potentiellement été anéanties par un événement de déluge catastrophique tel que le déluge ou suite au Younger Dryas. Il y a des caractéristiques noires dans les monuments égyptiens. Il est vrai que certains monuments et artefacts égyptiens présentent des individus avec des traits associés aux populations africaines ou noires. Donc, pourquoi on retrouve le nez abrasé pour la majorité des cas, c'est pour effacer le fait que c'était des personnes noires. Et on trouve même la, 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 la forme de coiffure qui retrouve naturellement quelque chose comme des tresses ou bien naturellement des locks. Cela a suscité des débats sur la composition raciale et ethnique de la société égyptienne antique. Donc ça peut être discuté, mais je crois que c'est vraiment une suggestion qui peut être intéressante, cette civilisation noire mélanée qui aurait créé les pyramides. La connexion entre la Lémurie ou Mu. Alors c'est une théorie qui est bien sûr tirée un petit peu par les cheveux, bien que ces continents perdus soient considérés comme mythiques par la science traditionnelle, mais Mu aurait été un continent qui aurait existé entre l'Afrique et entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et donc, certains historiens alternatifs suggèrent que des liens entre des civilisations hypothétiques et l'Égypte ancienne auraient pu avoir lieu, que Mu était supposément une civilisation très avancée qui aurait pu avoir la capacité de créer les pyramides. Les limites des preuves actuelles. Il est essentiel de reconnaître que notre compréhension de l'histoire ancienne avant déluge est restreinte, voire quasiment inexistante. Car les preuves disponibles, les interprétations sont limitées et les interprétations sont plus en vigueur. Donc les nouvelles découvertes peuvent effectivement modifier notre compréhension du passé, bien que ces idées ne bénéficient pas du soutien de l'archéologie traditionnelle. Elles font partie des débats en cours concernant l'histoire ancienne avant déluge et les origines naturellement de l'humanité. Si vous disposez de sources spécifiques ou de preuves qui pourraient amener la discussion, je suis preneur et je serais très intéressé. Mais c'est pour l'instant ma théorie qui n'est pas brevetée de beaucoup de preuves, naturellement, mais une tentative de regarder avec une approche différente, vu que l'origine de l'humanité, telle qu'on la connaît,
est originaire d'Afrique. Il n'y a aujourd'hui aucun doute qu'il y a eu aussi une origine basée sur un individu unique. Donc, la théorie d'Adam et Ève est toujours maintenue comme plausible. Pour conclure cette théorie selon laquelle la civilisation égyptienne connue n'est pas celle qui a construit les 3 pyramides de Gizeh, ça veut dire la civilisation égyptienne de l'Antiquité, il faut y ajouter les éléments exceptionnels qui confèrent au monument des pyramides un caractère vraiment étonnant. La grande pyramide de Gizeh est indubitablement une merveille architecturale dotée de nombreux aspects qui sont purement incroyables et qui dépassent même pour moi l'entendement. La dimension et les poids. Initialement haute de 481 pieds, donc 147 mètres, elle mesure désormais 449 pieds, 137 mètres de haut en raison de l'érosion. Sa base mesure 756 pieds, 230 mètres de chaque côté, mais extrêmement précis. Le poids total est environ 5,7 millions de tonnes, ce qui est absolument, je veux dire, il n'y a pas de parallèle aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Même les pyramides qui sont en Amérique du Sud sont grandes, impressionnantes, mais ne sont pas aussi massives que celles de Gizeh. Les pyramides, la grande pyramide est composée d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire. La construction a duré environ 20 ans, nécessitant le déplacement d'un bloc de pierre toutes les 5 minutes, avec des blocs qui pèsent chacun entre 2 et 3 tonnes, comme je l'avais dit dans la partie 1. Donc, ça signifie le déplacement d'un bloc de pierre toutes les 5 minutes, de jour comme de nuit, et le transport de certaines pierres sur plus de 500 ou 600 kilomètres. Les matériaux utilisés, principalement du calcaire local provenant du plateau de Gizeh, calcaire blanc de Tura pour le revêtement extérieur. Le bloc de granit d'Assouan pour la chambre du roi, pesant jusqu'à 80 tonnes chacun. Donc il y a 3 blocs de granit rose d'Assouan, donc 80 tonnes chacun. Donc en tout 240 tonnes, que l'on va transporter sur 500 ou 600 kilomètres. Bonne chance. La précision, les côtés sont alignés avec une précision remarquable, avec aux 4 coins cardinaux de la boussole. La base est parfaitement de niveau, avec une marge de seulement 2,1 cm. Les chambres intérieures, comme je le disais, la chambre du roi construite avec 3 énormes blocs de granit de 80 tonnes, témoignant d'une compétence en ingénierie exceptionnelle pour lever de tels blocs à plus de 50 mètres de haut. Aujourd'hui, quelque chose que je doute que nous soyons capables de réaliser. La chambre de la reine est encore donc elle n'est pas encore tout à fait étudiée. On a trouvé l'accessibilité à la chambre de la reine, mais elle n'a pas encore clairement étudié. La durée de vie, donc âgée de supposément, pour moi, elle est plus ancienne de centaines de milliers d'années, d'après moi. Elle serait âgée de plus de 4500 ans, qui constituerait le seul vestige encore existant parmi les 7 merveilles du monde antique. Elle est demeurée la structure artificielle ou la structure humaine la plus haute pendant des milliers d'années. Ces caractéristiques mettent en valeur l'incroyable savoir-faire en ingénierie, en planification et en exécution des anciens Égyptiens avant le déluge, d'après moi, faisant de la Grande Pyramide un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Parce que pour faire un tel monument, il faut une sacrée détermination, une sacrée motivation. Parce que si on veut penser à un monument que l'on veut fabriquer et que l'on veut que le monument soit une représentativité de ce que l'être humain est capable de faire, quel est le meilleur moyen de le faire avec de la pierre? C'est la pierre dure. Si vous le faites en bois, le bois va se flétrir et naturellement tout va s'écrouler. Mais la pierre durera des milliers d'années, comme on peut le voir avec les pyramides. Donc d'un autre côté, les Égyptiens de l'Antiquité ont établi qu'ils ont eu recours à divers outils pour, soi-disant, construire la Grande Pyramide. Alors, en comparaison avec ce que nous venons de voir, voyons quels sont les outils qui ont été utilisés par les anciens Égyptiens de l'Antiquité pour faire les pyramides. Premièrement, des ciseaux en cuivre sont utilisés pour sculpter des pierres et ajouter des inscriptions sur du granit ou sur des pierres en calcaire. Ok. Des maillets en bois sont utilisés pour frapper les ciseaux. Le fil à plomb et l'équerre
fabriqués en bois, et ça va créer des angles droits, précis, et à surveiller les lignes horizontales. Des paniers sont utilisés pour le transport de matériaux et de débris. Perceuse à archet, fabriquée en cuivre, bois et corde, elle est utilisée pour percer les trous dans le bois et la pierre. Dans le granit, ok. Je trouve ça curieux, mais ok. Scie en cuivre, utilisée pour la découpe de la pierre et du bois. Scie en cuivre pour couper du granit. Ok, très bien. Les coins en bois sont probablement utilisés pour fondre la pierre. Fondre la pierre avec des coins en bois. Ok. Les tiges appointées, les règles et les alènes utilisées pour la mesure et le marquage. Des leviers en bois sont utilisés pour déplacer et soulever des blocs de pierre. De 2 à 3 tonnes chacun. Des pierres qui vont jusqu'à 100 ou 200 tonnes chacune dans les temples. Ou des pierres comme celle de la chambre du roi qui pèsent jusqu'à 80 tonnes chacune, et il y en a 3 au total, levées à plus de 50 mètres de haut avec des leviers en bois. Je n'y crois absolument pas. Les traîneaux sont utilisés pour le transport des blocs de pierre. Alors c'est ça que je trouve le plus drôle. Les traîneaux sont utilisés pour le transport des blocs de pierre, notamment lorsqu'ils sont combinés avec du sable mouillé ou de l'huile pour réduire les frottements. Alors, faire ça avec des pièces ou des blocs de pierre qui pèsent 100, 200 ou 80 tonnes, j'aimerais bien qu'on me montre ça. Avec des traîneaux. Donc, vous voyez comme moi que les importantes différences entre les technologies et les outils censément utilisés et les résultats impressionnants suggèrent fortement que les anciens Égyptiens cherchaient à revendiquer ces avancées ou ces monuments pour eux-mêmes et tentaient d'aligner leurs capacités respectives avec des résultats dépassant largement ce qu'ils étaient capables de réaliser. Des blocs de poids médian de 2 à 3 tonnes pour la structure extérieure de la pyramide et des blocs de granit de 70, 80, 100 ou 200 tonnes ont été utilisés dans la pyramide ou même dans des temples. Et puis monter des blocs de 80 tonnes à plus de 50 mètres de haut. D'accord. Et si on regarde juste les mystérieuses boîtes de Saqqara, qui pèsent à elles-mêmes juste le couvercle qui pèse 30 tonnes, l'enrobage qui pèse 80 tonnes, tout est fait avec des angles droits absolument parfaits, avec des outils en cuivre. Je n'y crois absolument pas. Pour récapituler cette partie, on peut dire que les études et les analyses les plus récentes suggèrent qu'une utilisation bien différente de la pyramide a été faite. Alors que les anciens Égyptiens décrivaient traditionnellement les pyramides comme des tombes ou des sarcophages pour les pharaons, certaines théories alternatives, donc on va rentrer un petit peu dans les théories alternatives que j'aime beaucoup, certaines théories alternatives donc suggèrent qu'elles auraient pu avoir d'autres fonctions. Cependant, il est essentiel de souligner que ces théories ne sont pas reconnues par l'archéologie traditionnelle. Selon Christopher Dunn, dans son ouvrage The Giza Power Plant, donc c'est la centrale électrique de Giza, il a avancé l'hypothèse de la grande pyramide de Gizeh, qui aurait pu être une machine sophistiquée destinée à produire de l'électricité. Alors, selon cette théorie, les chambres internes et les passages de la pyramide ont été conçus pour provoquer une réaction chimique générant du gaz d'hydrogène. Ce gaz d'hydrogène a ensuite été utilisé pour alimenter un générateur électrique. La structure de la pyramide, comprenant ses couloirs et ses chambres, aurait pu faire partie d'un système visant à collecter et à stocker de l'énergie. Certains chercheurs soutiennent dans cette théorie que les artisans de l'Égypte antique, étaient capables de produire du gaz d'hydrogène en utilisant une réaction chimique simple, en impliquant du fer et du vinaigre. Il y a cette théorie de la batterie de Bagdad, où on peut générer de l'électricité avec du fer, même avec du jus d'orange, et on peut générer une petite capacité électrique en utilisant le côté acide du jus d'orange ou même du citron, et ça pourrait générer de l'électricité. Alors je ne sais pas si la théorie de la batterie de Bagdad avec le long tube qui donnerait de l'électricité pourrait être conservée comme étant particulièrement logique, mais en même temps, quand on considère la construction de la pyramide, on voit que dans les salles les plus basses de la pyramide, il fallait être capable d'avoir de la lumière pour faire des dessins, pour faire des inscriptions. Donc, on peut suggérer que la lumière a pu être
une technologie qui était maîtrisée par les Égyptiens avant le déluge. Deuxièmement, il est possible que la chambre du roi ait été utilisée pour recueillir de l'énergie et la diriger à travers l'axe sud. La pyramide aurait pu agir en tant que générateur d'énergie, diffusant de l'énergie captée par des obélisques placés dans des cyclés. Un petit peu comme la théorie de Tesla avec la possibilité de distribuer de l'énergie sans fil. Perso, moi, j'adore les théories controversées. Et en voici d'autres. OK? Alors, la première, c'est la théorie de la corrélation d'Orion, qui affirme que les trois pyramides de Gizeh, les trois grandes pyramides, sont alignées avec les étoiles de la ceinture d'Orion, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Il est suggéré que le complexe de la pyramide, des pyramides, a été conçu et disposé pour correspondre à la forme de la ceinture d'Orion. On sait ce que vous pouvez voir à l'écran. Il est suggéré que l'axe sud de la grande pyramide pointe vers le point de culmination de la ceinture d'Orion lors de sa construction à l'époque. Il y a aussi cette théorie de la connexion à la vitesse de la lumière. Il est affirmé par certains que l'emplacement de la grande pyramide, 29,979 degrés nord, correspond à la vitesse de la lumière. 299 792 458 mètres secondes. 458 mètres secondes. Une étude suggère que les mesures des passages pyramidales fournissent les chiffres correspondant à la vitesse de la lumière. 2,9, 9,7, 9,2, 4,5, 8 mètres. C'est une théorie. Théorie sur l'emplacement des pyramides. Il est fréquemment affirmé que la grande pyramide se trouve au centre des masses terrestres de la Terre. Ça dépend de la manière dont on prend la mesure, mais c'est ce qui est estimé. Certains pensent qu'elle est positionnée à l'intersection des lignes telluriques importantes. Alors, les lignes telluriques, ce seraient des lignes énergétiques qui seraient mises en place par le champ électromagnétique de la Terre. Cependant, il est essentiel de souligner que ces idées demeurent hautement spéculatives et ne sont pas étayées par des preuves archéologiques reconnues. La plupart des égyptologues et archéologues soutiennent que les pyramides ont bel et bien été construites en tant que tombeaux royaux durant l'Antiquité, et que en se basant sur des preuves archéologiques et historiques approfondies. Alors moi, je préfère le dire parce que je préfère avoir toutes les voix en face de moi. Moi, je ne refute absolument aucune voix. J'ai ma vue, comme quoi les pyramides sont plutôt ont été anciennement créées avant le déluge. Mais maintenant, je regarde toutes les voies possibles. Je suis moi-même quelqu'un qui est étudié en physique, en informatique, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir quelques cours d'histoire, notamment sur l'Antiquité. J'ai toujours soutenu que, par exemple, pour moi, les pyramides étaient sûrement une réminiscence d'une création dont, d'une part, on ne pouvait pas répliquer aujourd'hui, et d'autre part, qu'il y avait sûrement un lien avec les extraterrestres, parce que c'est trop complexe. Pour même notre vivant aujourd'hui, c'est trop complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de notre deuxième partie? On a vu trois sections. La première section avec cette fracture spirituelle. On a vu la perte de mémoire. On est dans la section 3 avec la fracture technologique. Le déluge est un thème universel. Qu'ils soient interprétés comme un événement mondial, littéral ou comme une série de changements climatiques catastrophiques, il représente un moment clé dans l'histoire et la mythologie humaine. Ce cadre narratif propose une explication convaincante pour plusieurs aspects énigmatiques de notre passé. Premièrement, il y a le déluge biblique, qui est perçu comme un événement de purification spirituelle, éliminant les créatures mythiques et réinitialisant le parcours spirituel de l'humanité. C'est ce qu'on a vu dans la section 1. Ensuite, il y a la fin de la section 2, on a vu la fin soudaine de possibles civilisations avancées pré-déluge, soutenues par l'hypothèse du Younger Dryas. Cette théorie suggère qu'un impact cosmique il y a environ 12 900 ans aurait déclenché un changement climatique rapide, potentiellement anéantissant et provoquant une perte de mémoire généralisée. Mais ça se fait au fur des générations en fait. Les survivants donnaient des générations qui ont perdu cette mémoire qui nous étions avant le déluge. La disparité technologique illustrée par la grande pyramide de Gizeh, sa précision technique
et son ampleur impressionnante contraste nettement avec les capacités égyptiennes ultérieures durant l'Antiquité, après le déluge, suggérant un possible héritage d'une civilisation prédécesseur plus avancée, mais largement plus avancée. Ce cadre tente de réconcilier les mythes anciens, les preuves géologiques et les réalisations technologiques inexpliquées. Cependant, il est important de noter que, bien que fascinant, de nombreux aspects de ce récit demeurent spéculatifs et ne sont pas reconnus par la communauté scientifique. Donc, l'hypothèse de l'impact du Younger Dryas, par exemple, est encore sujette à ce débat parmi les chercheurs. Donc, il est évident que c'est la théorie qui est naturellement la plus soutenue actuellement, mais elle reste toutefois qu'une théorie qui demande à être vérifiée. Et elle est vérifiable sur certains aspects et elle est débattue sur d'autres aspects. En définitive, cette perspective qui nous incite à reconsidérer notre compréhension des origines humaines, de l'histoire du développement technologique, encourage en fait ainsi des recherches approfondies sur notre passé ancien. Garder un esprit ouvert et de mettre de côté tous les a priori discriminatoires quels qu'ils soient, afin de pouvoir garder une possibilité de pouvoir s'ouvrir vers des possibilités que nous n'avons pas imaginées jusqu'à maintenant. Et il est évident que les civilisations anciennes, l'origine de l'humanité en Afrique, pousse à une tradition de voir des civilisations avancées sur Terre qui se trouvaient naturellement en Afrique, avec naturellement une société noire, mélanée, qui aurait eu la possibilité d'avancer technologiquement de manière très importante sur des centaines de milliers d'années. Et donc c'est aussi un des aspects que l'on pourra voir dans la partie 3, où je vais aborder la partie de la civilisation sumérienne et de cette théorie autour des extraterrestres qu'on appelle les Anunnaki. Donc je vous remercie pour votre temps. Moi j'ai adoré cette partie, encore une fois, tout comme la partie 1, et je vous revois donc dans la partie 3. Merci à vous. À bientôt. Bien, en fait, à jeudi prochain.